Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, un podcast réalisé par et pour les étudiants et étudiantes de Paris-Nanterre. Épisode 4, orientation suite. Alors, on se retrouve du coup dans cet épisode un peu plus tard que prévu pour passer à la présentation des différents parcours possibles après une licence d'histoire. Donc on a reçu 3 personnes, Martin, Guillaume et Enora, qui vont nous présenter du coup les différents parcours qu'ils et elles ont choisi de réaliser après avoir obtenu une licence d'histoire à la fin. On va passer à leur présentation. C'est parti. Je m'appelle Guillaume Bazière, j'ai 32 ans et je suis actuellement en formation à l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques à Lyon, suite à l'obtention du concours de bibliothécaire d'État. Je termine parallèlement la rédaction d'une thèse en histoire moderne qui doit être soutenue à l'Université Paris-Nanterre. Alors j'ai eu un parcours académique un petit peu pléthorique. J'ai commencé mes études après un bac scientifique par un DUT en génie électrique et informatique industrielle. Après l'avoir obtenu, je me suis ensuite réorienté vers une classe préparatoire littéraire. Donc j'ai fait une hypocagne et 2 cagnes histoire-géographie. À la suite de ça, j'ai obtenu une équivalence de licence d'histoire, ce qui m'a permis de m'inscrire en master à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, où j'ai soutenu un mémoire de recherche en histoire moderne sous la direction de Christian Jouot. J'ai ensuite obtenu l'agrégation d'histoire, j'ai enseigné 1 an en lycée, et j'ai ensuite obtenu un contrat doctoral à l'Université Paris-Nanterre, où j'ai commencé la rédaction d'une thèse sous la direction de Nicolas Chapira, tout en assurant des TD en licence. Je m'appelle Martin Pichereau, j'ai 22 ans. Alors j'ai un parcours personnellement assez particulier puisque j'ai fait un bac pro d'abord, technicien conseiller vendeur en animalerie à la MFR de Mortagne-au-Perche. Mais pour plein de raisons, je me suis ensuite réorienté vers une licence d'histoire, donc à l'université de Caen. Et ensuite, je me suis dirigé vers un master patrimoine et développement local à l'université du Mans. Bonjour, je m'appelle Enora et j'ai 22 ans. Moi j'ai fait un bac littéraire et donc après le bac je me suis assez naturellement orientée vers une classe prépa littéraire, donc hypocagne-cagne. Donc j'ai fait 2 ans, la deuxième année j'ai déjà pris une spécialité orientée histoire et géographie. Je suis ensuite allée à la fac à Paris 1, donc c'est Panthéon-Sorbonne, pour faire une 3e année de double licence histoire et géographie. Et donc après cette année, donc j'ai décidé de m'orienter plus vers l'histoire et donc de faire un master de recherche et donc spécialisé en histoire des relations internationales et des mondes étrangers avec une spécialité relations internationales. On doit réaliser un mémoire de recherche sur les 2 années du master et moi mon mémoire porte sur la diplomatie féministe de la Suède, en gros des années 1970 à 2014. Pourriez-vous maintenant nous parler de votre formation pour la présenter aux étudiants qui écoutent le podcast ? Je vous explique un petit peu ce que recouvrent ces termes de bibliothécaire et conservateur. Donc effectivement, bibliothécaire et conservateur correspondent à 2 corps de catégorie A des personnels des bibliothèques. Donc je parle ici des concours et métiers des bibliothèques dans la fonction publique d'État, puisqu'il existe aussi une filière bibliothèque en fonction publique territoriale. Donc là je vous parle de l'État puisque moi j'ai passé les 2 concours en filière d'État. Donc les bibliothécaires comme les conservateurs sont destinés à des missions d'encadrement, de direction et d'expertise. En clair, cela veut dire qu'ils ont des fonctions de management, mais aussi des fonctions d'experts en information scientifique et technique et en gestion des collections, que ce soit les collections courantes, celles auxquelles vous avez accès lorsque vous allez à la BNF ou dans une bibliothèque universitaire, ou que ce soit des collections patrimoniales. Alors la différence entre ces 2 corps, bibliothécaires et conservateurs, est en fait d'une part hiérarchique, que les conservateurs sont au-dessus des bibliothécaires. D'autre part, elle concerne en fait la nature et l'ampleur des missions d'encadrement qui peuvent bien leur échoir. Par exemple, les directrices et directeurs d'établissements, donc de bibliothèques ou de services importants, sont presque toujours des conservatrices et conservateurs. Par contre, beaucoup de postes d'adjointes et d'adjoints de direction dans des structures moyennes sont toutefois assurés par des bibliothécaires. Pour le reste, en fait, les missions se ressemblent beaucoup. C'est pour ça que la plupart des gens passent en même temps le concours de bibliothécaire et de conservateur. C'est ce que j'ai fait l'année dernière. Et donc ces conservateurs et bibliothécaires d'État sont amenés à exercer
Dans les bibliothèques qui relèvent du ministère de la Culture, il y en a deux en France, la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque publique d'information, c'est-à-dire celle qui se trouve dans le Centre Pompidou à Paris. Dans les bibliothèques qui relèvent du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est-à-dire les bibliothèques universitaires, c'est là où les postes sont les plus nombreux. C'est-à-dire que si vous passez ces concours, vous avez beaucoup de chances de vous retrouver dans des bibliothèques universitaires. Et enfin, dans les bibliothèques municipales de la ville de Paris, c'est une exception puisque toutes les médiathèques que vous pouvez trouver sur l'ensemble du territoire relèvent généralement de la fonction publique territoriale, sauf les bibliothèques de la ville de Paris. Vous avez des bibliothécaires et des conservateurs d'État. Donc ça concerne les médiathèques que l'on peut connaître, Marguerite Durand, Marguerite Duras, les bibliothèques spécialisées, par exemple la bibliothèque historique de la ville de Paris, ou encore la bibliothèque Forney. Ça compte pour les conservateurs et bibliothécaires. Pour les conservateurs, en plus, ils peuvent se retrouver à la tête de bibliothèques municipales ailleurs sur le territoire, mais qui sont des bibliothèques municipales classées en raison de l'importance de leur collection. C'est par exemple le cas de la bibliothèque municipale de Valenciennes, mais de nombreuses autres bibliothèques en France. Et enfin, ils peuvent être en poste dans des bibliothèques patrimoniales spécifiques, comme par exemple la bibliothèque Mazarine, la bibliothèque de l'Institut de France ou la bibliothèque du château de Chantilly. Peut-être une dernière petite précision, il faut faire attention à ne pas confondre avec les conservateurs du patrimoine qui s'occupent notamment des archives. Les conservateurs des archives, c'est un autre concours, ce n'est pas le même concours que les conservateurs des bibliothèques. Donc voilà, une fois que vous avez réussi ces concours, vous vous retrouvez donc en formation pour un certain temps, 6 mois pour les bibliothécaires, 18 mois pour les conservateurs, avec des stages au milieu à l'École normale supérieure des bibliothèques qui se trouve donc à Lyon. Alors c'est un master professionnel, donc qui se fait sur 2 ans. Professionnel parce qu'il permet en fait de rentrer directement dans le monde professionnel. Enfin, il doit pouvoir permettre de rentrer directement dans le monde professionnel dès l'obtention du diplôme. Ça permet de se diriger vers différentes formes de métiers du patrimoine, c'est assez varié. Ça va essentiellement être de la médiation, mais ça peut aussi mener donc à des métiers de conservateur dans les secteurs du tourisme, de la culture, ou même les inventaires du patrimoine par exemple. Alors la maquette va être revue pour les prochaines années, mais les années précédentes, du coup, on avait une première année, donc un M1 qui était basé beaucoup sur la recherche. Donc il y avait des séminaires en commun avec le parcours recherche, et surtout, en fait, ce qui va occuper la majeure partie de l'année, ça va être un mémoire sur le patrimoine. Par exemple, le mien, c'était sur la valorisation du patrimoine militaire dans le parc Normandie-Maine, dans le parc naturel régional Normandie-Maine, pour vous donner une idée. Et à la fin de l'année, on a un petit stage de 2-3 semaines, enfin c'est surtout au deuxième semestre, un petit stage de 2-3 semaines à faire, qui permet d'avoir un premier aperçu en fait du monde du patrimoine. Après, donc la deuxième année, le M2 est beaucoup plus professionnalisant. On a des matières qui sont beaucoup plus centrées sur les problématiques patrimoniales. D'ailleurs, il y a une partie des cours qui est faite par des professionnels, justement. On a en fait beaucoup de projets professionnels à réaliser, notamment par exemple un projet tutoré, donc avec des professionnels de la ville du Mans, par exemple, ou d'autres structures comme par exemple les petites cités de caractère ou des choses comme ça. En fait, ils vont nous demander de bosser sur un projet qui se réalisera pas forcément, mais voilà, c'est pour nous permettre d'avoir une première approche, de se poser des questions en fait sur la possible réalisation d'un projet professionnel. On a également la gestion d'une association, donc l'association ici Épique d'époque, qui en fait est une association qui doit pouvoir réaliser en fait une exposition d'art contemporain à la fin de l'année. Donc on va chaque personne de la promotion va être répartie dans un pôle, on va être réparti dans des pôles, on doit constituer un bureau, etc. Et vraiment on doit gérer de A à Z, sans les profs ni rien, une association, et donc réaliser cette exposition en cherchant la salle. Par exemple, je suis dans le pôle logistique, donc par exemple on a essayé de chercher la salle, réaliser le vernissage, le matériel, etc. Pour réaliser cette exposition. Mais il y a aussi donc toute la partie communication, médiation, budget,
budget, etc. donc à organiser. Et durant ce M2, on a aussi donc plusieurs autres choses, comme par exemple la préparation à la carte de guide conférencier, qui donc permet d'avoir un statut officiel de guide. Voilà, donc ce qui permet d'accéder plus facilement à certains postes de guide. Et surtout, donc le gros morceau, c'est le stage de 6 mois qui est à la toute fin du master. Voilà, un stage dans le milieu professionnel, donc avec, on doit réaliser un rapport de stage dont la soutenance donc se fait au mois de septembre-octobre. Donc là, je suis en Master 2. Je vais revenir un peu plus précisément sur le M1. Donc c'est vraiment un master de recherche. Je sais qu'il y a certains masters de recherche qui ont la spécificité recherche, mais qui sont à moitié recherche, à moitié professionnelle. Ici, c'est vraiment un master de recherche. Et donc j'ai très peu de cours par semaine en M1, je pense que c'est une dizaine de cours à peu près. En fait c'est très basé très organisé autour du mémoire, puisqu'on a un directeur ou une directrice de mémoire qui fait un séminaire, et donc on suit son séminaire qui est un séminaire obligatoire. Et après on a un deuxième séminaire obligatoire qui va compléter ce premier séminaire et qu'il faut choisir en fait en fonction de notre sujet de mémoire. Donc moi par exemple, ma directrice de mémoire elle est spécialisée en relations internationales, donc j'ai ce séminaire là. Et après les autres séminaires c'est globalement des séminaires par aire culturelle, régionale, et donc moi j'ai un séminaire sur l'histoire de l'Europe pour compléter. Et après on a aussi des cours de méthodologie, donc c'est vraiment des cours de méthodologie de recherche sur comment aller dans les centres d'archives, sur comment rédiger un mémoire, comment faire une recherche bibliographique. Donc c'est c'est vraiment orienté recherche, et ça nous aide beaucoup pour avancer dans notre mémoire. Et après on a d'autres cours, en fait c'est assez... on a un cours de langue évidemment, un cours d'anglais ou une autre langue qu'on choisit. Et on a des cours d'outils, et donc là c'est assez libre en fait, on peut choisir un certain panel de cours qui sont proposés dans le cadre du mémoire, mais aussi dans d'autres formations. Par exemple moi j'avais suivi un cours du master de genre. Il y a des personnes qui suivent des cours de langue dans ce cadre-là, notamment à l'INALCO quand il y a des personnes qui travaillent sur des pays qui nécessitent vraiment une langue précise. Et donc c'est un master de recherche, donc c'est beaucoup de travail personnel puisqu'on avance beaucoup sur notre mémoire. Et par exemple dans les séminaires on a juste généralement un dossier, un exposé à produire dans l'année et qui constitue la note de cette matière. Et puisque vraiment la note qui compte le plus à la fin de l'année c'est la note du mémoire. Et pourriez-vous également nous indiquer les conditions d'admission dans votre parcours ? Alors, je peux essentiellement vous parler du concours externe puisque ce sont les concours que j'ai passés. Savoir qu'il existe aussi un concours interne pour les gens qui sont déjà dans la fonction publique. Alors, les conditions d'admission sont relativement basiques. Il suffit d'avoir un bac plus 3 en théorie. En pratique, tout le monde a au moins un master, donc un bac plus 5. C'est dû au fait qu'il y a relativement peu de postes, entre une dizaine et une quinzaine de postes par an à l'externe. C'est à peu près similaire entre bibliothécaire et conservateur. Mais il faut quand même préciser que ce sont des concours qui restent tout à fait accessibles à des personnes motivées et qui en fait s'intéressent réellement à ces métiers. Les épreuves des deux concours bibliothécaire et conservateur se ressemblent beaucoup. À l'écrit, vous avez une dissertation et une note de synthèse. Simplement pour bibliothécaire, c'est une dissertation sur les politiques culturelles, tandis que pour conservateur, c'est une dissertation plus large de culture générale. À l'oral, vous avez une épreuve de culture générale et une épreuve d'entretien professionnel. Pareil pour les deux concours. Simplement, pour le concours de conservateur, il y a en plus une épreuve de langue à l'oral, qui n'existe pas pour le concours de bibliothécaire. Il est aussi important de préciser qu'il existe un concours réservé aux docteurs, aux titulaires d'un doctorat. Vous avez moins d'épreuves écrites, moins d'épreuves orales, mais l'expérience montre qu'il est essentiellement réussi par des gens qui ont déjà une réelle expérience en bibliothèque, alors que les concours externes sont accessibles à des gens qui n'ont jamais travaillé en bibliothèque. Alors, vous me demandez les conseils que l'on peut donner pour réussir ces concours. Alors, je vais résumer ça sous la forme de 3 conseils. Le premier, ça serait de passer les deux concours, puisque les épreuves sont quasi similaires. Et même si vous visez conservateur, vous pourrez toujours le repasser ultérieurement si vous avez bibliothécaire. Et de plus, en fait, les épreuves de l'un vous entraînent pour l'autre. Généralement, vous passez d'abord l'écrit de bibliothécaire, ça vous entraîne pour l'écrit de conservateur.
Deuxième conseil, en fait, la réussite à ces concours, si vous avez le niveau à l'écrit, en tout cas, si une fois que vous êtes admissible, la réussite se joue sur votre aptitude à être convaincant lors de l'entretien professionnel avec le jury. Nul besoin d'une véritable expérience en bibliothèque, mais cette épreuve ressemble beaucoup à un entretien d'embauche. Et du coup, si vous passez le concours sans vraiment vous être intéressé au métier et sans avoir travaillé, je dirais, les aspects triviaux et un peu pratiques du métier, eh bien cela se verra. Et ça ne passera pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de simplement arriver en disant qu'on est passionné par l'histoire, par la recherche ou par la littérature. Voilà, il faut montrer qu'on s'intéresse au métier. Et enfin, dernier conseil, du coup, pour réussir cette épreuve professionnelle, eh bien, adressez-vous à ceux qui sont déjà en poste. Demandez à faire des visites professionnelles dans des bibliothèques universitaires, dans des bibliothèques municipales. Demandez des stages si ça vous est possible. Pensez aussi aux formations offertes par les centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques, les CFRCB, qui préparent au concours. Celui d'Île-de-France s'appelle Mediadix, il est justement rattaché à l'université Paris-Nanterre, donc vous pouvez vous renseigner facilement sur cela. Repérez aussi les blogs professionnels des bibliothèques. Souvent les bibliothèques ont des blogs qui s'adressent aux professionnels, par exemple celui de la bibliothèque universitaire d'Angers est très bien fait. Repérez les professionnels actifs sur Twitter, suivez-les. Et enfin, vous pouvez aussi regarder les questions, le service de questions-réponses sur le site de l'École nationale supérieure des bibliothèques. Ça donne une très bonne idée des questions que se posent ceux qui préparent le concours et même les professionnels déjà en poste. Pour pouvoir arriver dans ce master, il n'y a pas une très forte sélection, mais voilà, il faut avoir une licence en fait. Alors la plupart des personnes viennent d'histoire généralement, mais certains viennent de lettres, d'art ou du tourisme par exemple, donc voilà, c'est assez varié. Et si je peux donner un conseil, c'est essayer de réfléchir en fait à un sujet de recherche en amont. Et essayer de prendre contact en fait avec un professeur donc avant le début de l'année, donc professeur qui pourrait être votre directeur de recherche, ça facilite la chose et ça permet de ne pas se retrouver donc avec un mémoire dont on n'a pas forcément envie, qui n'est pas forcément passionnant parce que faut pouvoir après suivre la première année. Et donc c'est un master qui peut donc permettre de travailler ensuite dans les collectivités territoriales, auprès de d'autres labels ou choses comme ça. J'ai parlé des petites cités de caractère par exemple. On peut travailler aussi dans les musées évidemment, sur les sites historiques ou d'autres entreprises, services patrimoniaux, etc. Des villes, des départements, des régions, etc. Alors, c'est un master de recherche, donc ça fait pas partie des masters les plus sélectifs. Par exemple, moi j'avais postulé dans d'autres masters plus professionnalisants, par exemple, où j'ai pas été prise. Après, donc moi dans ma fac, j'avais postulé donc à ce master-là et j'avais été prise aussi dans ma master de géopolitique. J'ai hésité entre les deux, j'ai pris celui-là finalement. Pour la sélection, donc c'est un dossier classique, CV, lettre de motivation, dossier scolaire, universitaire. Sur la sélectivité, alors déjà je pense que pour être prise, ce qui est vraiment important, c'est de contacter en amont un potentiel directeur ou directrice de mémoire, puisque c'est vraiment en fait le fait d'avoir un sujet, ou en tout cas d'avoir commencé à discuter d'un sujet avec un directeur ou une directrice qui va faire que vous êtes sélectionné. Je savais que je voulais travailler sur l'Union européenne, donc en histoire contemporaine au XXe siècle, et j'avais très envie de travailler aussi sur la Suède ou en tout cas les pays scandinaves. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, c'est un petit peu particulier parce que j'étais déjà dans la fac et je connaissais déjà les enseignants du master parce que je les avais déjà en TD, en L3. Et donc j'ai envoyé un mail à mon chargé de TD qui m'a renvoyé vers cette directrice de mémoire et à qui j'ai seulement dit que je voulais travailler sur l'Union européenne, que je avais pensé travailler sur l'UE et la Suède, mais que je ne savais pas trop comment. Et en fait, elle m'a dit que c'était déjà un début de sujet et que et c'est à partir de là, c'était bon en fait. Elle m'a indiqué des lectures et on a vraiment défini le sujet en septembre, donc ça s'est fait assez facilement. Après, si vous venez d'une autre université, je pense qu'il faut en fait, généralement sur les sites des universités, il y a les noms des enseignants des masters et donc leur spécialité de recherche. Et donc en fonction de ça, vous pouvez ensuite les contacter par mail et je pense que c'est comme ça que ça se fait. On vient en majorité de la Sorbonne, mais il y en a aussi qui étaient par exemple en cube, en prépa, qui sont venus directement à la fac en master. Et je sais qu'il y en a qui sont venus de quelques autres universités.
Après, c'était une année particulière parce qu'on était, c'était en 2020, donc il y avait le Covid, et donc je sais que les universités ont beaucoup privilégié les élèves de leurs universités, mais c'est tout à fait possible d'y aller en venant d'une autre université, avec un dossier sérieux et en contactant un directeur en amont vers avril, mai, juin. Normalement, il n'y a pas de problème, je pense. C'est une formation, je pense que pour faire de la recherche, il faut vraiment être très intéressé par un sujet, ou en tout cas une période historique ou une ère géographique, parce que c'est vraiment un travail sur lequel que vous allez approfondir pendant 2 ans. Donc il faut être prêt à vouloir approfondir quelque chose pendant 2 ans à ce point-là. Moi, c'était quelque chose que j'avais envie de faire parce que justement, j'étais frustrée en prépa et en licence de souvent travailler sur des projets différents, mais dans des laps de temps très courts. Et j'avais envie justement d'approfondir beaucoup plus. Mais il faut savoir que 2 ans, c'est quand même long, donc il faut vraiment être passionné. Et c'est un travail qui est très solitaire aussi, la recherche, parce que vous êtes seul avec votre sujet, seul avec vos archives, même si c'est dans le cadre de... Voilà, vous voyez vos camarades. Il faut savoir s'organiser et être discipliné dans son travail pour se poser des deadlines soi-même et réussir à avancer. Donc ça, c'est pas toujours facile. Et après, c'est vraiment sinon une formation qui est très intéressante. Enfin, on apprend plein de choses, les cours sont intéressants. En plus, moi, c'est en relations internationales, donc ça ouvre vraiment sur le monde. Enfin, dernière question, et merci pour toutes vos réponses jusque-là. Quel métier souhaiteriez-vous faire suite à cette formation ? Alors en fait, je ne vise pas véritablement un métier en particulier parce que finalement, le grand intérêt de ces concours, enfin selon moi en tout cas, c'est justement de pouvoir exercer différents métiers, différentes fonctions au cours de sa carrière selon les postes que l'on a l'occasion d'occuper. Puisque une fois que vous avez le concours, après, vous êtes sur un poste et puis au bout de quelques années, vous pouvez, il y a un mouvement et vous pouvez essayer d'avoir un autre poste. Alors quand on a suivi des études d'histoire, on pense souvent aux métiers liés aux collections anciennes, patrimoniales. Il faut quand même savoir que même si ces postes existent, il y en a un nombre important, notamment à la Bibliothèque nationale, ce n'est pas la majorité des postes disponibles. Alors pour vous donner quelques exemples, on peut être chargé de la formation des usagers, de ressources électroniques, tout ce à quoi les étudiants accèdent, notamment quand ils sont en master, des portails comme Cairn, ou alors il y a encore beaucoup plus de revues pour ceux qui font des études scientifiques. Il y a aussi des bases de données pour du côté de l'économie-gestion. Enfin, il y a beaucoup de choses, de plus en plus de ressources électroniques gérées par les bibliothèques. On peut être chargé aussi de médiation culturelle qui peut se faire notamment autour des collections patrimoniales, notamment d'une bibliothèque universitaire. Et on peut aussi avoir un poste consistant essentiellement du management ou du pilotage d'établissement. Et donc pour revenir un petit peu quand même à votre question initiale, alors si je devais actuellement définir un poste idéal, pour moi ça serait un poste de chargé de collections courantes, c'est-à-dire les collections qui sont consultées par les étudiants en licence, en master, peut-être plutôt dans une bibliothèque universitaire de sciences, ce qui me permettrait de découvrir de nouveaux champs du savoir, de nouvelles manières de travailler. C'est aussi un des grands intérêts de ces filières, c'est qu'on peut découvrir finalement un champ, des champs de connaissances qui nous sont un peu étrangers, très larges. Et idéalement, d'avoir un peu dans ce poste de la médiation culturelle à faire autour des collections patrimoniales de la bibliothèque universitaire, voire des collections de l'université. Ça se fait dans pas mal d'universités du FR de sciences, où les laboratoires ont beaucoup de collections anciennes et où la bibliothèque peut monter des expositions autour de ça. Il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Voilà. Et personnellement, c'est plutôt dans les collectivités donc, que j'aimerais bien travailler, plutôt dans la médiation, où j'aime beaucoup aussi tout ce qui est réhabilitation de sites historiques. Par exemple, là, moi, je vais effectuer mon stage donc, à Alençon, à la communauté urbaine, où ils vont travailler par exemple sur la réhabilitation du château des Ducs, qui avait servi de prison donc, jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et donc, en fait, il va falloir qu'on se pose la question de savoir ce qu'on va faire dedans, ce qui peut être fait, voilà, avec une structure comme ça. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce podcast. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.